Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle table des experts et merci à vous, aux professionnels du bâtiment, de la construction, tous les maîtres d'ouvrage qui sont en ligne, les maîtres d'œuvre, les industriels, les entreprises de mise en œuvre, d'être parmi nous aujourd'hui pour cette nouvelle table des experts consacrée au défi de la sobriété. Et c'est un vrai challenge qu'on va vous proposer durant les 45 prochaines minutes. Nous avons avec nous 3 groupes industriels différents mais complémentaires, c'est Knauf, Rector et Wienerberger, sur le thème de la sobriété carbone, énergétique et économique dans l'habitat collectif neuf. Voilà pour le préambule. Alors tout au long de cette table des experts, vous allez pouvoir poser des questions par chat. On va évidemment y répondre. Pour cela, il faudra appuyer sur le petit lien à droite de votre écran. Dans la précédente émission, si vous étiez avec nous, on évoquait la façade dans la RE 2020. Cette table des experts, je vous l'ai dit, elle est consacrée à la sobriété, car on est à l'aube d'une nouvelle marche de la RE 2020. On va l'appeler la marche 2025, applicable d'ailleurs jusqu'en 2027, avec une réduction des émissions de carbone de 12%. Ça vous concerne probablement. Alors la maîtrise d'œuvre doit donc repenser les bâtiments, décarboner davantage, tout en assurant bien évidemment le confort des occupants, la durabilité du bâti et la maîtrise des coûts. Et toute l'industrie est déjà à pied d'œuvre aujourd'hui. On va en parler avec notre plateau de nos invités. Gérard Perçu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle isolation gros œuvre chez Knauf. Avec nous André de Chef de Bien. Bonjour André. Bonjour. Directeur innovation et marketing stratégique pour Rector. Stéphane Zumbil, bonjour. Bonjour. Vous représentez Wienerberger, vous êtes responsable centre d'expertise technique. On a Franck McFarlane avec nous en visio. Je ne sais pas si Franck, vous êtes déjà avec nous. On est ravis en tout cas de vous accueillir. Vous êtes responsable recherche et expertise. Voilà, on vous voit chez Maison et Cité, qui est un bailleur social et un promoteur social. Alors, on vous a vraiment challengé. C'est ce qu'on va voir maintenant. On vous a demandé des solutions d'avenir dans le défi de la décarbonation en 2025. Mais avant cela, on va retrouver notre bureau d'études. C'est Nathalie Chang, présidente du bureau d'études Tribu Énergie. Bonjour Nathalie, comment allez-vous ? Bonjour. Eh bien, vous allez, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être nous présenter Tribu Énergie. Eh bien, Tribu Énergie est un bureau d'études de 40 personnes en fluide énergie développement durable, implanté à Paris, Rennes et Lyon. On intervient aussi bien sur le neuf que la rénovation, le logement que le tertiaire. Et notamment, eh bien, nous sommes très impliqués dans les sujets de la RE 2020 puisque nous pilotons le groupe modélisateur pour caler les seuils de la réglementation. Alors on peut dire qu'en quelque sorte qu'on vous a demandé de relever une sorte de défi. Je vais le détailler. On est parti d'une étude de cas. On a pris tout simplement un collectif existant de 5 étages, ce qu'on appelle un R+4, construction béton. Puis on s'est tout simplement projeté à horizon 2025 en construisant ce même bâtiment, mais avec des solutions qui seraient extrêmement sobres. Alors avant qu'on regarde le bilan carbone de cette habitation, de ce collectif en 2020, d'abord, il ressemble à quoi, en fait, cet immeuble ? Eh bien, vous devez avoir une image qui s'affiche. Donc, vous voyez un immeuble, effectivement, comme vous l'avez indiqué, qui est actuellement en cours de chantier, voire en fin de chantier, en tout béton, dont le maître d'ouvrage est ETPO Immobilier, l'architecte Richard Senpin. C'est un bâtiment qui se compose de 44 logements, avec un R+3 plus attique de 2352 mètres carrés et 2 niveaux de sous-sol. Donc un bâtiment assez rectangulaire, plutôt compact, plutôt déjà pas mal optimisé, notamment d'un point de vue carbone. Voilà, c'est un peu le genre de collectif un peu sympa avec attique, etc. Très 2022 qu'on retrouve un petit peu partout en France sur nos territoires. Hein. Exactement, avec aussi de beaux balcons très agréables. Voilà, alors vous vous êtes livré à une étude pour calculer le bilan énergétique puis carbone de ce bâtiment aujourd'hui, autrement dit compatible RE 2020. On verra après la projection, mais que dit votre étude aujourd'hui ? Alors écoutez, aujourd'hui le bâtiment est relativement classique par rapport aux pratiques courantes. Donc il est en voile béton, isolé par l'intérieur, des toitures terrasses donc isolées sous étanchéité, les ponts thermiques qui sont plutôt traités par des rupteurs de ponts thermiques et des fenêtres en aluminium, double vitrage et un système énergétique déjà RE 2020 compatible avec une pompe à chaleur
chaleur R 2025 compatible avec un système de pompe à chaleur double service. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce bâtiment, en termes de B-Bio, du fait de sa conception relativement optimisée, assez compacte, il est déjà assez performant. On est par exemple à B-Bio moins 13,4% en zone H1A, à peu près moins 18 en zone H2B et moins 21 en zone H3. On voit que notamment en zone H1, H1B, ce sont les besoins de chauffage qui sont les plus prépondérants, ce qui n'est pas tout à fait le cas en zone H3, où le sujet de refroidissement intervient. En termes de CEP, donc sur les consommations en énergie primaire, là aussi, on a un bâtiment qui est déjà relativement performant, entre moins 20 et moins 28% de gains par rapport au CEP. Et en termes de CEPNR, donc là, un gain un petit peu plus limité, mais ce qui est un petit peu normal, donc il va se situer à moins 5% en zone H1A, moins 12% en zone H2B et moins 3,2% en zone H3. Donc en termes de performance thermique, en tout cas, le bâtiment respecte déjà les exigences de la RE 2020. Concernant le sujet du carbone, donc là, le sujet du carbone, on est sur des prestations très classiques, comme je vous l'ai indiqué, avec 2 niveaux de parking, avec des bétons de type CEM2, des revêtements de sol qui sont du parquet contre-collé et des carrelages, des protections solaires avec des volets roulants PVC, et puis des cloisons de distribution assez classiques avec, vous voyez, avec du doublage polyplaque. Donc, en termes de carbone, comme on peut le voir en ce moment à l'écran, concernant le coefficient IC Construction, donc, qui a été réalisé via une analyse du cycle de vie, on s'aperçoit que le projet est en dessous du seuil 2022, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On est à 738 pour un seuil à peu près à 778, mais il est au-delà, et voilà, pas mal au-delà quand même du seuil 2025. Dans les poids prépondérants, ce qu'on constate, c'est que le poste numéro 1, c'est le poste superstructure, le lot 3 en gris foncé avec 176 kg de CO2 par mètre carré, et vient ensuite le lot infrastructure avec ses 105 kg de CO2 par mètre carré. Donc, même si la superstructure et l'infrastructure ne représentent pas la grande majorité, mais néanmoins, ce sont des postes qui sont quand même prépondérants dans ce bilan des 738 kilos. C'est un bâtiment qui est plutôt aujourd'hui bien fait, c'est ce qu'on peut dire, Nathalie. Exactement, c'est un bâtiment qui... Alors, il faut savoir que souvent, le carbone est assez en phase avec les sujets économiques. Et plus on fait des bâtiments qui sont compacts, qui plombent, qui sont optimisés d'un point de vue économique, et bien plus ils sont performants d'un point de vue carbone. Et ce bâtiment illustre bien justement cette double optimisation. Et bien justement, on va voir comment on peut faire mieux à horizon 2025 pour se projeter avec des solutions qui sont déjà existantes. Eh bien, les industriels qui sont sur ce plateau ont repensé le bâtiment. Sur quoi avez-vous travaillé pour réduire notamment l'impact carbone? Eh bien, on va commencer avec vous, André de Chef de Bien. Vous représentez Rector, un groupe familial, leader en France dans les planchers en béton précontraint pour des maisons individuelles ou groupées, également de la construction de logements collectifs et non résidentiels. Et Rector mise sur la préfabrication et la mixité des matériaux pour des bâtiments durables à faible intensité carbone. Ma première question est très simple. À partir de l'étude de cas qu'on a proposée à Nathalie Chang, quelles sont les modifications structurelles que vous, Rector, avez apportées? Eh bien, tout d'abord, on va remplacer la structure voile et refend porteur et dalle coulée en place
par une solution de structure préfabriquée, Caméléo, plancher dalle. Ça, on change directement. Ça, on change. On commence par ça. Ce système permet de faire disparaître les murs porteurs non indispensables, ainsi que les poutres, au profit de prédales bas carbone qui intègrent la plupart des éléments de résistance. Le plancher repose sur des poteaux fins qui sont masqués dans les cloisons légères et possiblement amovibles, qui permettent donc la modularité dans le futur des bâtiments. Ce qu'on voit vraiment là, sur le graphisme, c'est toute la partie gauche, en fait, le béton a disparu. C'est ça, exactement. Caméléo, c'est un système ouvert et adaptable qui accepte tout type de façade. Et nous avons fait le choix d'une façade en maçonnerie porteuse, ce qui permet de dégager l'intégralité de l'espace intérieur de refend lourd. Pour minimiser les déperditions thermiques, les prédales sont équipées, les prédales plancher dalle sont équipées de rupteurs intégrés, thermoprédale BA045, et associés à de la maçonnerie porteuse et isolante Wienerberger. Enfin, les cages d'ascenseurs et d'escalier sont en prémur bas carbone de notre offre Airsoft. Elles forment un noyau qui assure également le contre-rendement du bâtiment. On comprend bien, vous retravaillez toute la structure, en gros. Absolument. Pour abaisser le carbone, vous faites quoi techniquement ? Comme je viens de le dire, c'est d'abord la piste de la sobriété structurale, minimiser la structure porteuse par un travail d'optimisation dès la phase de conception. Alors, Rector explore cette voie depuis près de 3 ans et avec des partenaires pionniers, on a commencé à la tester sur des opérations et la mettre en œuvre avec de très bons résultats. Pour donner quelques chiffres, cette réduction de volume de béton que permet le système Caméléo représente 15 à 20% pour la superstructure par rapport à une solution traditionnelle à voile. Mais au-delà de cette réduction de quantité de béton que permet la préfabrication, nous travaillons aussi à la réduction de l'impact carbone de nos produits. Nous utilisons massivement des aciers recyclés et nous substituons autant que possible le clinker avec d'autres liants moins carbonés, choisis en fonction de leur disponibilité autour de nos sites de production. Oui, autre chose ? Alors il y a une troisième voie que nous explorons, c'est la séquestration de carbone. C'est un levier formidable sur lequel nous travaillons et pour lequel nous avons un certain nombre de projets en cours de développement. Voilà, ça avance bien, on pense à l'avenir et on va se tourner vers Wienerberger avec vous, Stéphane Zumbil. Wienerberger, que vous représentez aujourd'hui, c'est le leader mondial des solutions en terre cuite pour le mur, la façade et la toiture. Vous êtes reconnu pour votre capacité d'innovation. Vous développez d'ailleurs actuellement de nombreuses solutions éco-conçues. Les briques et tuiles en terre cuite sont produites localement, distribuées, ce qui est parfaitement dans l'air du temps, en circuit court. Ce sont des produits sains, durables, dont la durée de vie est de 100 ans minimum pour des constructions à haute performance énergétique. Ça va évidemment intéresser tous les bureaux d'études avec nous. Dans cette étude de cas qu'on a vue là, quelles sont les solutions que vous apportez pour ce collectif ? Comme le disait André de Chef de Bien, on s'est naturellement tourné vers une structure porteuse en maçonnerie de briques de terre cuite. Pour au terme, les briques de terre cuite maçonnerie de type A disposent d'une fiche de données environnementales et sanitaires disponible sur la base IGNES, qui est la base de référence pour tous les bureaux d'études, qui permet de calculer l'impact carbone. Et l'avantage de recourir à cette FDES collective, c'est de permettre aux bureaux d'études thermiques de concevoir le bâtiment en prenant en compte les enjeux thermiques et carbone, en s'affranchissant d'éléments de conception qui interviennent plus tard dans la conception d'un ouvrage, notamment les enjeux mécaniques et sécurité incendie. Plus spécifiquement, justement, pour répondre à ces enjeux mécaniques et de sécurité incendie, le choix s'est porté ensuite sur une brique CityBrick. C'est celle qu'on voit là actuellement à l'antenne. Exactement, qui répond plus particulièrement aux enjeux pour les bâtiments de troisième famille, comme l'est ce bâtiment R+4, comme vous le disiez au départ. Alors vous partez sur une maçonnerie de type A. Quel est le bénéfice d'une maçonnerie comme cela ? Alors, la maçonnerie de type A, c'est une maçonnerie isolante qui est adaptée à une isolation thermique par l'intérieur. Donc qui va permettre d'améliorer la performance thermique de la paroi et le traitement des ponts thermiques, et tout en étant en isolation thermique par l'intérieur, et donc une solution économique. Et en quoi ça améliore le bilan carbone ? Alors, ça améliore le bilan carbone
Déjà, cette solution de briques de structure a un impact de 26,6 kg de CO2 par mètre carré, ce qui réduit quasiment de moitié l'impact carbone par rapport à la solution initiale. Par ailleurs, les solutions briques porothermes permettent de réduire l'épaisseur de l'isolant. On a des gammes de maçonnerie de type A qui vont de résistance thermique de 1 à 2. Forcément, la résistance thermique que vous mettez dans le mur, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans le doublage. Et donc, vous pouvez réduire l'épaisseur de l'isolant et donc augmenter la surface habitable. La surface habitable, c'est le diviseur de l'impact carbone du bâtiment. Forcément, plus c'est important, plus votre impact sera faible. Voilà, et on va maintenant isoler aussi le bâtiment avec vous, Gérard Perçu. Vous représentez Knauf, entreprise familiale multinationale. Vous êtes un industriel leader en matériaux de construction, plaques de plâtre, matériaux d'isolation acoustique et thermique, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le groupe Knauf travaille sur la réduction de ses émissions de CO2, de ses consommations d'eau et sur la valorisation des chutes de production et de chantier. On isole maintenant, si vous le voulez bien, ensemble le bâtiment. Dans cette étude de cas, comment est-ce que vous avez travaillé ? Dans cette étude de cas, nous sommes intervenus sur 2 zones pour le décarboner. En premier lieu, sur la distribution et l'isolation par l'intérieur, et ensuite sur l'isolation de la dalle basse qui donne sur le parking. Donc, concernant la distribution intérieure, avec le système Caméléo de Rector, donc poteaux et dalles, les murs de refend en béton entre logements séparatifs de 20 cm sont remplacés par une cloison légère en plaque de plâtre, Knauf Métal Acoustique, KMA. C'est ce qu'on est en train de voir là. Ça va remplacer. C'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur du bâtiment. Les séparatifs entre les logements. OK. Voilà, d'épaisseur de 18 cm. Avec ces cloisons, la sécurité incendie, l'isolation acoustique, la résistance au choc est assurée grâce à des plaques de plâtre Knauf acoustique de 25 mm d'épaisseur, une double ossature métallique indépendante et une isolation intérieure en laine minérale. Au même titre que les cloisons de distribution qui sont déjà en plaques de plâtre, ces cloisons séparatives légères permettent de faire évoluer la taille du logement au fil de l'occupation du bâtiment. Voilà, ça c'est juste intelligent et on tend aussi vers ça, vers ce que vous appelez vous la modularité. Le bâtiment d'aujourd'hui n'est pas celui qu'on aura peut-être besoin dans 30 ans ou dans 20 ans. Au changement de destination, un logement transformé en bureau ou inversement. Ok, ça c'était. Parlons d'isolation maintenant thermique. Donc, concernant l'isolation thermique acoustique des murs de façade, les complexes de doublage polyplaque phonique ont pu être réduits de 2 cm tout en améliorant la performance thermique globale du mur, puisqu'on arrive à un R de 5, donc on améliore de 14% la performance thermique grâce à l'apport de la résistance thermique de la brique City-Brick. Ah, vous savez qu'on veut des chiffres aussi, hein ? Oui. Voilà, on a besoin de savoir le gain sur l'impact carbone de vos solutions. Alors, la cloison séparative KMA, qui représente 500 mètres linéaires sur ce projet, permet de diviser par 4 l'impact carbone par rapport au mur béton et d'atteindre 21 kg de CO2 par mètre carré de paroi. Donc c'est plutôt un bon résultat. Exactement. On arrive sur l'isolation de la dalle basse sur le parking, où vous aviez d'autres infos. Oui, il y avait un complément sur la réduction d'épaisseur de cette cloison séparative et des complexes de doublage. Comme le disait Stéphane Zumbil, ça permet un gain de 18 mètres carrés de surface habitable sur l'ensemble du bâtiment et donc un gain carbone induit sur l'ensemble du bâtiment. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut travailler sur vraiment tous les points pour que ce bilan carbone soit à la baisse. C'est un travail d'équipe entre tous les lots. Voilà, c'est ce qu'on voit avec vous. On parle maintenant de ce parking. Vous avez modifié l'isolation de la dalle basse sur le parking. Tout à fait. Donc cette isolation est prévue en isolation sous-chape sur 12 cm de polyuréthane. Okay. Donc pour libérer l'espace de cette dalle pour permettre de déplacer les cloisons, donc on a substitué cette isolation avec une isolation en sous-face à l'aide de panneaux Fibra Styrophonique Plus de 20 cm d'épaisseur. Ils sont composés de laine de bois, de laine de roche et de polystyrène expansé. Donc c'est une solution originale. C'est ce qu'on voit là. Hein. Tout à fait. Voilà. Et justement, quoi, cette solution, on va l'appeler parking, améliore également le bilan carbone global. Alors déjà en premier lieu, cette solution garantit les performances coupe-feu thermiques et acoustiques de la dalle. Elle permet également de réduire de 2 cm l'épaisseur de béton. Donc on va avoir un gain carbone évidemment de nouveau. Donc les panneaux, eux seuls, représentent 11,3 kg de CO2 par mètre carré de panneaux. Et associé à la dalle béton avec sa réduction d'épaisseur, on a un gain carbone de 8,7 kg par rapport à la solution initiale.
Voilà, merci pour toutes ces informations. Je vous ai senti très attentive, Nathalie Chang, depuis votre bureau d'études parisien. Vous nous aviez présenté il y a quelques instants le bilan carbone énergétique RE 2020. C'était pour cette année, on va dire 2023. Quelles sont vos conclusions maintenant, après ce que vous avez entendu, sur le seuil 25 du point de vue carbone ? Eh bien, tout à fait. Nous avons modifié les prestations de l'immeuble avec ce qui vient juste d'être présenté. Et là, nous avons eu une très agréable surprise puisque le coefficient IC Construction, qui était à 738 kg de CO2 par mètre carré, est descendu à 684. Donc, c'est notamment le lot superstructure qui bénéficie de ce gain de 51 kg de CO2 par mètre carré. En grande partie, donc c'est majoritairement en fait le lot superstructure sur lequel on va gagner le plus, mais également un petit peu sur le lot cloison. Et donc ça nous permet de passer sous le seuil de la RE 2025, avec un détail justement des postes où on voit un gain très important au niveau des refends et des séparatifs avec 17 kg de CO2, un gain aussi important au niveau du voile porteur de 11,5, le noyau refend permet un gain de 3,4, la prédale de compression au rez-de-chaussée induit un gain de 4,8, et puis sur les planchers intermédiaires, on retrouve aussi un gain non négligeable de 10,7 kg de CO2. Donc au final, eh bien, en modifiant finalement juste ces quelques prestations avec des techniques qui sont tout à fait maîtrisées, on arrive à respecter le seuil 2025, donc soit l'anticiper dès maintenant, soit d'être prêt pour les dépôts de PC qui auront lieu dans 1 an et demi. Donc c'est une bonne nouvelle, mais honnêtement, est-ce que vous vous attendiez à ces résultats-là ? Mais écoutez, comme je l'ai dit, nous avons été très agréablement surpris. Donc, on imaginait qu'on allait avoir des gains, mais voilà, 51 kg, ce n'est pas négligeable, puisque pour aller vers ce renforcement des seuils, et notamment pour aller vers 2031, qui va nous demander 35% de renforcement, eh bien, chaque kilogramme de CO2 économisé est utile. Et là, c'est 51 sur ce projet. Et ça veut dire que c'est déjà possible aujourd'hui, c'est ce que vous nous avez dit. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà, sans souci, anticiper ce seuil. Voilà, si vous avez envie de poser des questions, il y a le chat, on va les prendre dans quelques minutes, mais vous n'hésitez pas, vous cliquez sur votre écran, vous posez votre question et ils vont m'arriver ici sur ma tablette directement. Franck McFarlane est avec nous, vous représentez Franck Maison et Cité, qui est un bailleur social, qui est un promoteur social dans le Nord-Pas-de-Calais, vous êtes à Douai actuellement, vous gérez 64 000 logements, c'est bien ça Franck ? Oui, 64 000, même presque 65 000. Maison et Cité, c'est un héritage historique important dans le bassin minier, puisque ça vient de Charbonnage de France, qui avait construit des maisons pour les mineurs qui travaillaient juste à côté, ce qui veut dire qu'on a près de 95% de logements qui sont individuels, souvent accolés par 2, 3 ou 4, ça peut fluctuer. Charbonnage de France, c'était à quelle époque ? Ça a duré plus de 100 ans. Ça a duré plus de 100 ans. Vous avez bien entendu la teneur de nos premiers échanges. La question qui se pose pour vous, c'est construire bien et durablement. Est-ce que c'est une vraie demande des bailleurs sociaux que vous représentez avec nous aujourd'hui ? C'est même une demande essentielle pour les bailleurs sociaux. Contrairement aux promoteurs, nous, on construit pour gérer nos logements, on les conserve à minima 50, 60 ans, mais l'équilibre financier se fait sur cette durée-là habituellement. Sur notre patrimoine, nous, on a des logements qui ont près de 100 ans. Pour les plus vieux, on doit être à 150 ans. Donc, rendre durable notre patrimoine, c'est obligatoire pour nous, pour nos locataires. Donc, pour ça, on cherche à mieux isoler l'enveloppe, à trouver des réponses aux problèmes de pont thermique, d'étanchéité à l'air. Et ça...
pas seulement à la livraison, mais aussi sur la durée de vie du bâtiment. Nos locataires vont continuer à y vivre pendant des décennies après le passage des entreprises. Voilà, Pour que ce soit durable. Et vous avez entendu la modularité aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis pas du métier, je suis journaliste, et je retrouve ça un petit peu chez les gens. Ça sera important aussi, la modularité, finalement, pour vos appartements futurs, hein. On n'a aucune idée de comment va évoluer et le climat, et le mode d'habiter, et tout le volet social. Donc la modularité a son importance, oui. Exactement. Alors sur l'évolution du bâtiment, est-ce que vous sentez aujourd'hui cette volonté des industriels de bien maîtriser leur bilan carbone ? Oui, clairement, depuis quelques temps, on sent une évolution, mais franchement, pendant plusieurs années, on a eu souvent droit à du greenwashing. Là, actuellement, les produits évoluent dans le bon sens. Je pense que les gens ont pris conscience des enjeux climatiques et tentent d'agir à différents niveaux, alors que ce soit personnel ou professionnel. Et là, on voit les fabricants ne sont pas en reste. Ils font évoluer leur process de fabrication, mais aussi leurs produits pour les rendre moins émetteurs en gaz à effet de serre. Franck, on va vous retrouver, si vous voulez bien, dans quelques minutes. On va à présent passer aux questions chat. C'est parti. Alors, vous n'hésitez évidemment pas à poser des questions. Il y en a une qui est arrivée. Pourquoi faire une maçonnerie porteuse? Le système Camelot n'est-il pas porteur en lui-même? Forcément, André, c'est vous qui en avez parlé. On vous écoute. Donc, pourquoi faire une maçonnerie porteuse? Camelot n'est-il pas porteur par lui-même? Alors, Camelot est porteur vis-à-vis des charges verticales, mais il va falloir contreventer ce bâtiment vis-à-vis du vent, vis-à-vis du séisme en particulier. Et le fait d'avoir une maçonnerie porteuse permet de mettre des éléments structuraux aux bons endroits. Et en l'occurrence, la conséquence, c'est qu'on va pouvoir supprimer tous les refends intérieurs et dégager l'ensemble de l'espace intérieur de tout élément long et vertical. Alors, autre question, vous nous parlez de doublage plaque de plâtre, polystyrène. Quel impact carbone pour le PSE? Et c'est une question pour vous, Gérard. Oui, tout à fait. Donc, sur ce projet, donc, nous sommes sur un complexe de doublage polyplaque phonique, 13 plus 120, donc 12 cm de polystyrène. Et le polystyrène expansé représente moins de 6 kg de CO2 par mètre carré pour une assistance thermique de 3,80. Donc, ce qui est un excellent rapport impact carbone, performance thermique. Alors, j'ai une autre question. Alors, ça va être pour vous, voilà, c'est en train d'arriver en ce moment. Qu'est-ce que vous entendez par béton bas carbone, André? Alors, béton bas carbone, c'est pas tellement un terme qu'on utilise. On préfère utiliser le terme de produit bas carbone. Pourquoi? C'est parce que, en fait, c'est l'association des différents matériaux bas carbone qui permet d'arriver à la performance. En l'occurrence, en ce qui concerne nos produits, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'utilisation massive d'acier recyclé et ensuite le choix de liants les moins carbonés possibles. Béton bas carbone, ça consiste à utiliser le liant bas carbone en substitution partielle du clinker au plus près de l'usine. J'ai une question pour vous, Nathalie. Le projet initial intégrait-il beaucoup de fiches FDES produits ou des fiches collectives ? Alors, on a l'habitude de travailler justement en optimisant le sujet carbone dès l'origine. Donc, effectivement, tout le projet était déjà optimisé. C'est-à-dire que le gain ne se fait pas parce qu'on a pris beaucoup de fiches DED à l'état initial et puis ensuite, les produits qui nous ont été présentés par les trois industriels qui bénéficient de FDES. On parle, par exemple, tous les bétons CM2 avec leur ferraillage ont été évalués avec le configurateur Betty. Donc le projet initial était déjà pas mal optimisé en carbone et c'est ce qui lui permettait d'ailleurs de passer sous le seuil 2022. Merci. Autre question, et après on va rentrer sur la sobriété énergétique après le bilan carbone. Question peut-être pour vous, André. Vous passez d'un isolant sous chape pont thermique traité PSI 006 à isolant sous dalle. Le pont thermique est moins bien traité, de ce fait thermoprédale, j'imagine. Oula. Oui, je viens à la vous avez décrypté. Donc l'intérêt du système Camelot, c'est que les poutres du sous-sol ont pu être remplacées. Donc finalement, on n'a pas de pont thermique entre l'isolant sous dalle et la dalle. Okay. Et en périphérie,
Le pont thermique périphérique a été un peu augmenté, mais minimisé avec la thermoprédale et le mur en briques city briques. Donc globalement, ça se compense. Voilà, donc réponse est donnée. Si vous avez d'autres questions, on va faire un chat dans quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est de revenir après l'aspect carbone sur la sobriété énergétique de cette étude de cas, bâtiment R+4, que nous avons traité façon 2020 et façon 2025, horizon même 2027. Stéphane Zumbil, il y a le B-Bio, qui est la performance du bâti, qui prend en compte les apports solaires en hiver et leur réduction en été. Dans l'étude de cas qui nous intéresse, quel est le gain côté confort énergétique? Alors, comme on disait, maçonnerie de type A, c'est une solution économique par rapport à des solutions en isolation thermique par l'intérieur. Quand on est en isolation thermique par l'intérieur, il faut d'une part des parois effectivement performantes, mais également bien veiller au traitement des ponts thermiques. Gérard venait juste de citer l'exemple du plancher bas. De la même manière, on peut optimiser le traitement du pont thermique, des planchers intermédiaires et associé au système thermoprédal, on a vraiment une solution optimum au niveau du traitement des ponts thermiques, bien qu'on ait un projet avec beaucoup de balcons. On a quasiment 40% de balcons et malgré ça, on a un PSI moyen qui est de 0,35, ce qui est une performance très très élevée. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a déjà accès à ces solutions? Oui. Voilà, donc il faut les utiliser déjà maintenant. Ça veut dire qu'on est tranquille pour 2025, horizon 2027. On a des solutions qui permettent de répondre, le tout effectivement de bien les associer, de bien les intégrer en phase conception. Voilà, et les industriels que vous êtes doivent évidemment toujours anticiper. J'en arrive à vous, André de Chef de Bien, dans un collectif neuf comme on est en train de le voir. Un grand effort évidemment est porté sur la sobriété énergétique du bâtiment, mais ça, c'est à anticiper, c'est dès la conception du bâtiment? Oui, Stéphane Zumbil vient de l'illustrer là. C'est la combinaison de solutions vertueuses qui permet d'atteindre le meilleur compromis performance-coût. Et pour ça, il faut que le système constructif soit compatible avec ces associations. Et ça, c'est un choix à faire dès les premières études de conception. Voilà, c'est ce qu'on voit également. Voilà, dès les premières études, il faut intégrer par vos bureaux d'études ces nouveaux systèmes. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour améliorer le bilan énergétique? Alors ici, nous avons opté pour un traitement performant et homogène de toutes les déperditions en associant le système thermoprédal à la maçonnerie de type A, comme c'était évoqué, sur toute la périphérie de la liaison plancher et voile et murs porteurs, y compris les balcons. Et en plus donc de l'efficacité énergétique apportée par cette solution, ça permet une bonne qualité de l'air intérieur parce que vous n'avez plus de points froids et ça élimine les sources de moisissures indésirables. On est là dans le bâtiment de demain, quoi. Absolument. C'est comme ça que ça va se faire maintenant. Gérard Persuis, je rappelle que vous représentez Knauf sur la distribution intérieure. C'est quoi les solutions pour avoir finalement beaucoup plus de sobriété énergétique? Alors dans cette étude de cas, le niveau global d'isolation RE 2020 a été conservé. Donc le gain de sobriété énergétique a été apporté par la jonction entre la cloison légère KMA et la brique en maçonnerie de type A, puisque ce pont thermique a été divisé par 4 par rapport à une jonction entre un refend béton et une façade béton. Donc ça apporte un gain important en termes de B-Bio et évidemment en termes de consommation énergétique du bâtiment. Les nouvelles ou les techniques actuelles plutôt d'isolation, est-ce qu'elles permettent déjà de répondre aux enjeux de demain? Oui, les solutions actuelles d'isolation répondent aux enjeux de demain. Dans un premier point, déjà, il faut rappeler que l'isolation de l'enveloppe du bâtiment représente en général de l'ordre de 5% de l'impact carbone des matériaux de construction et des équipements pour un logement résidentiel. Et en deuxième point, évidemment, les matériaux d'isolation contribuent majoritairement à la réduction des consommations d'énergie et ils sont intégrés de façon durable à l'enveloppe du bâtiment. Alors là, on voit, si vous pouvez nous commenter juste l'image qu'on va voir de Knauf, toiture, isolation sous étanchéité que l'on voit ici. Exactement, donc là c'est un exemple de solution actuelle donc, qui était prévue sur le projet RE 2020 et qui est conservé sur le RE 2025. Donc c'est une isolation en mousse de polyuréthane de 16 cm qui apporte une résistance thermique de 7,25, donc ce qui est relativement important, et donc qui permet de conserver la hauteur des ouvrages, pas de surélévation. Et cette solution permet d'offrir un espace à vivre sympathique pour les occupants de l'attique de ce bâtiment. Donc bilan énergétique
top, qui est mieux. Voilà, en 2025. Nathalie Chang, je reviens à vous après ces explications. Vous nous aviez présenté le bilan carbone de la RE 2020 en seuil 2025. Quelles sont les incidences à présent sur ce qu'on va appeler la partie énergétique et confort d'été ? Oui, alors effectivement, je vous avais présenté déjà au tout début du webinaire le positionnement de ce projet sur les coefficients BBio, CEP, CEPNR. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les modifications qui sont apportées au projet ne sont pas au détriment de la performance énergétique, puisque non seulement on gagne sur l'aspect carbone IC construction, mais également sur le coefficient BBio, puisque le coefficient BBio, par exemple en zone H1, il passe de moins 13,4% à moins 19,9%. Donc on a un gain qui est quand même non négligeable, ce qui lui permettrait d'ailleurs de prétendre au respect du label Finergie RE 2020 avec le BBio moins 15%. Et on retrouve ces mêmes conclusions sur les autres zones climatiques, H2B et H3. Donc bien entendu, comme on réduit les besoins de chauffage, on réduit également les consommations. Donc on va retrouver ces gains sur le coefficient CEP, donc les consommations en énergie primaire. Par exemple, en zone H1, on passe de moins 21,8 à moins 24%. Et même conclusion sur le CEPNR, où là, on passe de moins 5 à moins 8,1%. Là, on se rapproche du CEP, moins 10% du label Finergie. On n'y est pas encore tout à fait. Alors, il y a un quatrième critère énergétique qui n'apparaît pas dans les slides, mais qui bien sûr est respecté haut la main en anticipant déjà le seuil RE 2025, c'est le coefficient IC énergie. Puisque le coefficient IC énergie, grâce au vecteur énergétique, donc là notamment la pompe à chaleur double service, est largement conforme par rapport aux exigences à venir. Alors le dernier point qui concerne là le sujet du confort d'été que nous n'avons pas encore vu ni abordé, c'est les degrés-heures d'inconfort. On s'aperçoit que finalement la différence entre la base et la variante en termes de confort d'été est vraiment négligeable. On a une toute petite perte sur les degrés-heures qui sont légèrement plus importantes avec la variante, que ce soit en zone traversante ou non traversante, mais on est largement sous le seuil des DH max de 1250 degrés-heure. On a un petit peu au-dessus du seuil des 350 pour les zones H1 et H2B. Pour la zone H3, il faut savoir que ce projet a été conçu plutôt pour la moitié nord de la France, même s'il est assez raisonnable en termes de surface vitrée, qu'il a des bonnes protections solaires. Aujourd'hui, ce qu'on constate de manière généralisée sur les projets, c'est que pour respecter les DH qui sont identiques dans le sud et dans le nord, puisqu'on est toujours à 1250 degrés-heure, il faut des moyens supplémentaires, un petit peu, je dirais, semi-actifs, comme par exemple des brasseurs d'air pour pouvoir respecter les seuils, notamment dans les logements qui sont non traversants, puisque là, ce sont vraiment les logements qui vont avoir quelques difficultés. Donc, il faudra quelques solutions techniques supplémentaires, mais en tout cas, ça se retrouve sur l'ensemble des projets aujourd'hui. La technique différente, que l'immeuble soit dans le nord ou dans le sud, c'est ce que vous nous dites. On est quand même là, en termes de bilan carbone et de BBio, de confort d'été, on est un peu dans l'immeuble augmenté, en fait. On est vraiment dans quelque chose qui est quelque part très supérieur.
On est ici sur des solutions techniques qui à la fois restent dans des pratiques courantes, et ce qui est très important ce que j'ai beaucoup apprécié sur les solutions techniques qui ont été mises en œuvre, c'est qu'on conserve l'inertie au sein du bâtiment, parce qu'avec le réchauffement climatique, on sait que le confort d'été va être de plus en plus un sujet. On va sûrement le vivre dans les semaines à venir. Et il est vraiment fondamental que les bâtiments disposent d'inertie pour justement pouvoir stocker le rafraîchissement nocturne. Et donc, on ne fait pas un choix carbone au détriment, par exemple, du choix du confort d'été. C'est au moins très clair. On va voir l'avis de notre promoteur et bailleur social, Franck McFarlane. Quelles sont vos attentes, vous, Franck, en matière de logement de demain? C'est un meilleur bilan carbone? C'est des matériaux biosourcés? Où est-ce que vous placez le curseur? En fait, on veut tout. Tout à la fois. Vous demandiez tout à l'heure des chiffres aux trois industriels présents. À mon tour de vous en donner un petit peu. Le bilan carbone de Maisons & Cités, c'est par an 280 000 tonnes. Sur ces 280 000 tonnes, il y en a 240, donc 85%, qui sont liés à notre patrimoine. Ce qui veut dire que construire du neuf plus durable, plus performant, rénover nos logements, c'est les deux moyens d'action principaux pour réussir à s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone. Nous, notre objectif, c'est de faire à 2030 moins 25% sur notre bilan carbone. Donc toutes les actions seront bonnes à prendre en compte, à utiliser, que ce soit les matériaux biosourcés, de travailler sur le confort d'été. Donc finalement, il y a deux grandes actions à mener. Là, je viens de vous parler de la première, c'est l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre en faisant du plus performant. Les réglementations thermiques ne travaillaient auparavant que sur le levier énergétique. Maintenant, on parle de volet carbone. Les produits matériaux qui nous ont été proposés rentrent dans cette partie-là, mais on peut travailler aussi sur le biosourcé. Et la deuxième grande action, c'est l'adaptation, c'est-à-dire qu'il faut dès maintenant anticiper le réchauffement climatique à venir. On sait qu'on va se prendre un minima à 1,5 degré dans les dents, excusez-moi l'expression. Donc, il faut adapter nos logements, il faut repenser nos modes constructifs, les moyens de réhabilitation et le confort d'été. Ça sera plus compliqué à obtenir. On sait qu'on va chauffer plus facilement nos logements, les rafraîchir, ou en tout cas maintenir la fraîcheur durant l'été, ça sera compliqué. Donc nos attentes, elles sont aussi bien énergétiques qu'environnementales. Voilà, ça va être compliqué, vous avez raison, mais il y a aussi des solutions qui contribuent à ce confort d'été et qui finalement ne demandent pas réellement de suivi une fois posé. Est-ce que ce confort d'été, est-ce que c'est une valeur ajoutée pour le promoteur que vous êtes et pour le client, parce que l'appartement après il doit être loué quelque part? C'est évident, c'est évident. La pérennité du patrimoine pour un bailleur, c'est la clé. Donc il faut évidemment d'abord miser sur le bâti, sur une construction, une réhabilitation qui est performante, qui est durable, pour ne pas avoir à y revenir plus tard. Finalement, les équipements, c'est uniquement la deuxième vague, la deuxième lame du rasoir. On sait que les technologies, les coûts vont continuer à évoluer, donc on pourra y repenser, on pourra y revenir par la suite sur ces sujets-là. Mais d'abord, pensons bâti, pensons performance de l'enveloppe. Il vaut mieux commencer par boucher les trous de la casserole plutôt que de changer le robinet qui la remplit. Exactement. On reviendra à vous dans un instant, Franck. Nathalie Chang, il y a un aspect réglementaire qu'on n'a pas encore évoqué, qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect feu, l'aspect sismique aussi et la durabilité. Oui, tout à fait. Alors déjà, on voit qu'au sein de la RE 2020, on doit trouver le bon équilibre, tel un funambule, entre les sujets énergie, carbone, confort d'été qui sont parfois contradictoires. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il faut effectivement aussi trouver des solutions qui respectent les objectifs, que ce soit réglementaires ou de label, sur les sujets notamment acoustiques, de confort, également de sécurité, incendie, d'accessibilité. Enfin, tous ces critères doivent être pris en compte. Et ce qui est fondamental, c'est que la grande différence avec la RE 2020, c'est que le bureau d'études ne peut plus se contenter de faire un petit calcul en recevant quelques éléments, les plans, 2 ou 3 jours avant le rendu. C'est que c'est un véritable travail de
de synergie d'équipe qu'il faut mettre en œuvre pour trouver les solutions qui sont les plus adéquates au projet en fonction de ses contraintes, de ses atouts. Et ça, c'est vraiment important d'anticiper, de créer du dialogue, notamment de la part des maîtres d'ouvrage, de créer cette synergie de dialogue pour pouvoir trouver justement ces solutions techniques. On a la chance aujourd'hui d'avoir des industriels en France qui ont énormément d'idées, qui mettent beaucoup de moyens en R&D pour trouver des solutions. Et il faut vraiment en profiter et être aussi en veille justement de toutes ces solutions, d'où l'intérêt de ces webinaires. Voilà, et si on veut être très efficient, c'est ce que vous disiez, il faut que les choses soient faites bien avant, dès la conception. On va revenir, Nathalie, dans quelques instants à vous. Je voulais faire quand même une synthèse de ce qui s'est dit. Nos experts vous ont donc présenté des solutions permettant de réaliser des logements collectifs sobres, une consommation d'énergie et d'émissions carbone, vous l'avez vu, qui a été réduite. Et en plus, c'est conforme au label EFI Énergie 2020 et à l'RE 2020 jusqu'en fin 2027. C'est un bâtiment durable, des matériaux qui sont connus, qui sont maîtrisés et des surfaces de logement qui sont modulables. C'est ce que j'ai aussi découvert à vos côtés. Maintenant, abordons peut-être l'aspect compliqué. C'est l'aspect économique. On met la main au portefeuille à ce moment-là avec Knauf Rector et Wienerberger. Stéphane Zoumil, je commence avec vous d'un point de vue du coût à horizon 2025. Quel est l'investissement pour avoir finalement un réel bénéfice carbone et énergétique ? Donc dans notre étude de cas, il n'y a pas de surcoût sur la partie façade. Voilà, c'est bien de le préciser. C'est très important. En fait, on a même plutôt une économie de l'ordre de 20% par rapport à la solution initialement prévue, et ce pour répondre déjà au seuil 2025 avec des solutions éprouvées et donc sans surcoût. Pour autant, on ne peut pas dire que la décarbonation n'a pas un coût. Il y a des solutions passent par de la R&D pour faire correspondre au mieux les besoins avec une complémentarité de matériaux et adapter en permanence nos solutions. D'autre part, Wienerberger est engagé dans une amélioration continue de son process et une réduction de son impact carbone. On a déjà atteint un seuil de 15% par rapport aux émissions de 2020. Aujourd'hui, en 2023, on a un objectif de 26% en 2026 et de 40% en 2040. Donc bien évidemment, tout ça a un coût, mais c'est l'enjeu nécessaire pour que la brique reste une solution économique et environnementale pour construire les bâtiments de demain. Même question à vous, Gérard. Quel est l'impact sur les coûts de construction des solutions que vous avez présentées ? Donc, sur les solutions que nous avons présentées, déjà la cloison séparative en plaque de plâtre permet de faire un gain de 100%, on divise par 2 le coût de ces cloisons séparatives avec un prix de l'ordre de 70 € le mètre carré. Alors, on a un léger surcoût sur l'isolation, la dalle basse, l'isolation en sous-face, qui est de l'ordre de 10 € le mètre carré pour cette dalle, qui comprend l'économie également de 2 cm de béton. Et pour la toiture terrasse, il n'y a pas eu de modification, donc pas de surcoût. Donc au global, nos prestations permettent de faire économiser de l'ordre de 2% sur le coût de la construction. D'accord, là où on perd, on récupère après sur l'épaisseur, sur ces choses-là. André de Chef de Bien pour Rector, sur l'approche économique, en termes de coûts, chez vous, horizon 2025, quel est l'impact ? Alors, compte tenu du changement de mode constructif, ce que l'on préconise, c'est de regarder le coût global, de raisonner sur l'entièreté du chantier. Dans le cas étudié, la différence de coût sur le gros œuvre, y compris les cloisons, donc le système Caméléo, les maçonneries porteuses et les cloisons légères, comparé à une structure traditionnelle, le voile et dalles coulées en place, eh bien, on est de l'ordre de 3% globalement en faveur de la solution que nous avons présentée. D'accord. Alors c'est un cas qui est plutôt favorable, on est très souvent dans l'épaisseur du trait. Par contre, quelque chose de très important, c'est le gain de temps sur l'opération, le gain de temps chantier, qui est de l'ordre d'1 semaine et demie par niveau, voire un peu plus. Donc vous êtes dans la même problématique que Gérard, c'est qu'il y a parfois ça coûte un petit peu plus cher, mais on gagne sur autre chose. En l'occurrence, chez vous, ça serait sur de la main-d'œuvre aussi. 1 semaine et demie pour les promoteurs, on va en parler avec eux, mais c'est un temps considérable. C'est de la disponibilité, c'est aussi des coûts de déboursés et de main-d'œuvre pour l'entreprise. C'est aussi de la maîtrise des risques, puisque les principaux éléments sont préfabriqués en usine. Également vis-à-vis des intempéries, c'est l'assurance de pouvoir travailler.
Enfin à comptabiliser le gain d'espace, hein, de surface habitable que l'on a évoqué à différentes reprises, inhérent à des parois plus fines que la solution de base. Ça, c'est pour 2025. Je reviens à vous, Franck McFarlane. Vous êtes, on va dire, le garant du logement social avec nous sur ce plateau. Il y aura peut-être un coût additionnel. Ça semble être de l'épaisseur du trait. Comment vous appréhendez ces suppléments, vous qui, forcément, vous devez essayer de faire parfois aussi des économies, j'imagine? Sincèrement, avec inquiétude, surtout vu les conditions actuelles de raréfaction de certains matériaux, on a des hausses de prix de matière et d'énergie, la conjoncture actuelle n'est pas évidente. En plus, en tant que maître d'ouvrage et bailleur social, on est confronté à une multitude de contraintes qui peuvent être réglementaires évidemment, mais aussi de blocage, d'attente aussi des clients. Je peux vous citer évidemment les attentes en termes d'habitabilité pour les locataires, mais aussi esthétique pour les élus, par exemple. Et donc, pour continuer à avancer, on est contraint de faire des choix qui sont parfois difficiles, avec, par exemple, au détriment de l'esthétique, favoriser une solution thermique dès le départ, dès le premier coup de crayon, avec tous les partenaires autour de la table pour aller vers l'économie. Mais c'est pas évident et on cherche quotidiennement à répondre à cette question que vous me posez. Et c'est pour ça qu'on a des pôles innovation, on a des collègues qui travaillent sur ces sujets-là. Voilà, si en 2025, en tant que promoteur social, le prix du mètre carré est up et un peu augmenté, on fait comment quand on est promoteur social ? J'aimerais bien avoir une réponse toute faite là aussi. En fait, il faut qu'on modifie notre manière d'appréhender les opérations en pensant coût global et pas juste coût d'investissement. Ça paraît évident pour un bailleur, je vous le disais tout à l'heure, qui construit pour 50, 60 ans. Mais en réalité, dans les modèles économiques actuels, c'est pas aussi facile. Ensuite, il y a la question du surcoût qui est au cœur de chaque décision. Les solutions innovantes, les matériaux biosourcés dont on a parlé tout à l'heure, la construction bois ou la construction passive, à chaque fois, c'est du plus cher que le traditionnel. Pour baisser les coûts, il faut qu'on pense à massifier, à développer la commande, à grouper les différentes commandes, les différents bailleurs, les différents maîtres d'ouvrage qu'on peut être, travailler avec tous les partenaires qui peuvent être les fabricants, qui peuvent être les fournisseurs, les entreprises, et penser aussi aux organismes de formation. Donc il faut faire des choix forts. Il faut essayer de généraliser certaines pratiques, comme nous on peut le faire chez Maison et Cité sur le choix du béton de chanvre pour isoler par exemple en rénovation, en rendant ces techniques moins isolées, moins marginales, donc plus courantes. On aura des prix qui vont baisser, qui vont devenir acceptables, et pour arriver à faire cette descente, pour que ça évolue dans ce sens, c'est un travail de longue haleine, hein. Voilà, plus on va en faire, plus le prix forcément va baisser, c'est ce que vous dites. C'est ce qu'on espère, c'est sûr à quoi on travaille, oui. Voilà, on va prendre quelques questions maintenant, les questions chat que vous nous envoyez. Allez, plusieurs questions chat qui nous sont arrivées. Une pour vous, Stéphane Zumbi. Les solutions présentées par Wienerberger marchent-elles en zone sismique ? Oui, tout à fait. La maçonnerie porteuse est adaptée d'une part pour reprendre les charges descendantes, mais c'est également des murs de contreventement. Après, il y a bien évidemment des contraintes de longueur de mur, de chaînage à disposer en sismique, ce qui diffère un petit peu par rapport au projet qui a été étudié, qui n'était pas en zone sismique. Voilà, vous êtes challengé par celles et ceux qui nous regardent. Question pour vous, Gérard. Pourquoi ne pas utiliser un doublage plus classique avec un doublage plaque de plâtre, plus isolant en laine de roche, en bilan carbone, ça serait pas meilleur ? Non, la solution pour les plaques phoniques, plaque de plâtre plus polystyrène est le meilleur bilan carbone. Et en termes également d'épaisseur, c'est le meilleur gain également d'épaisseur sur ce projet. On a vu, et ça c'est une question pour vous, Nathalie Chang, on a vu dans le collectif qui nous intéresse aujourd'hui un attique. Est-ce que la création d'un attique est souvent appréciée par les clients ? Faut-il privilégier un attique en dur, en maçonnerie ou en bois ? Alors oui, c'est une question qui revient fréquemment de se dire si on veut décarboner, on va décarboner en faisant tout l'attique en structure bois avec une toiture légère.
j'avoue que je n'y suis pas tout à fait favorable et je m'y oppose même assez fréquemment parce que, comme je vous l'ai indiqué, pour moi, le sujet dans les années à venir, c'est vraiment le sujet du confort d'été. Il nous faut de l'inertie dans les bâtiments et celles et ceux qui ont des maisons avec des combles aménagés voient bien en période de canicule la différence de température qu'on peut avoir entre un rez-de-chaussée avec beaucoup d'inertie et sous les combles. Donc vos préconisations seraient quoi alors dans ce cas-là ? Pour moi, c'est de rester avec une toiture terrasse lourde, en fait, et après, peu importe la façade peut être en briques ou en ossature bois ou d'autres matériaux. Mais voilà. C'est de garder quand même de l'inertie via la dalle de plancher haut. Voilà, beaucoup de questions, mais on va rester dans le timing puisqu'on a dépassé de 5 minutes. Mais c'est vrai que vous êtes passionnés par le sujet et nous également, ça va bientôt être le moment de conclure. Peut-être question à tout le monde. Est-ce que vous êtes tous capables aujourd'hui de franchir ce seuil de 2025, André Tchefdebien ? Bien, comme on disait les uns et les autres, ce sont des solutions qui sont disponibles dès à présent, que l'on a déjà mis en œuvre. Par contre, l'effort que l'on doit faire, c'est un effort d'accompagnement de tous les acteurs, de la conception, donc le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau d'études, à la mise en œuvre sur chantier, donc les entreprises. Vous rejoignez ce que disait Nathalie tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Et c'est quelque chose sur lequel nous nous impliquons très fortement, nous, rectors. Stéphane Zumbil, tous prêts, tous capables ? On l'a démontré, les solutions existent pour les seuils 2025. Pour autant, on ne doit pas arrêter d'innover puisque 2028 et 2031 arrivent et bien évidemment les solutions qu'on prépare aujourd'hui, ça demande du temps. Quand on développe une nouvelle solution, il faut s'assurer de sa durabilité et de l'ensemble de ses performances. Il faut certes se consacrer à sa décarbonation, mais derrière il faut vérifier toutes les performances mécaniques, feu. Et bien évidemment, la durabilité. C'est essentiel et il faut y travailler dès maintenant. C'est finalement, Gérard, ce qu'on a fait aujourd'hui tous ensemble. Exactement. Donc je confirme ce que disent mes confrères. Il faut travailler en amont avec la maîtrise d'œuvre pour apporter à la maîtrise d'ouvrage les meilleures solutions techniques et économiques. Et également se projeter dans les futurs seuils RE 2020. Donc nous travaillons sur des solutions moins carbonées et toujours accessibles aux entreprises pour que ce soit des techniques maîtrisées sans surcoût de mise en œuvre et sans délai supplémentaire. Voilà, et question à nos deux intervenants. Franck McFarlane, qu'est-ce que vous attendez de nos industriels horizon 2025-27 ? Je crois que les réponses qui ont été apportées pendant cette table sont les bonnes. Et puis là, surtout les dernières réponses, ce fait de travailler la chaîne de la construction, de mettre tout le monde autour de la table, c'est la bonne idée, sans oublier le locataire ou l'habitant final. Parce que quelquefois, on conçoit des réglementations thermiques ou avec des outils de calcul qui ne prennent pas en compte la vraie manière d'habiter. Donc, aussi bien bureau d'études, entreprises, fabricants, fournisseurs, il y a un vrai partenariat à créer, enfin des échanges en tout cas, à bien travailler pour arriver à nos fins. Voilà, travailler tous ensemble. Merci beaucoup Franck et Nathalie. Optimiste, ça sera la dernière question pour clore cette table des experts. Optimiste pour la suite avec le travail de R&D qui est réalisé par nos industriels ? Je suis très optimiste parce que nous avons des super industriels en France et surtout autour de la table qui innovent chaque jour et c'est vraiment grâce à eux qu'on pourra aller au-delà en matière de décarbonation qui est vraiment une solution sine qua non et je dirais aussi un petit clin d'œil à l'ensemble de la profession de rester toujours en veille parce que on peut pas continuer avec des solutions traditionnelles, comme il y a 20 ans. Donc là, il va falloir innover, être en veille, tester également pour justement aller vers plus de sobriété, plus de frugalité. Merci en tout cas à tous sur ce plateau et vous, Franck McFarlane et Nathalie Chang, pour la clarté de vos explications. Bravo à vous pour vos solutions. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous allez tout simplement
également sur les sites internet de nos intervenants. Et vous pouvez retrouver également cette émission en replay sur les chaînes YouTube de Knauf France, Rector et Wienerberger à partir de demain. Continuez d'innover. Salut!